Soyez les bienvenus sur TV8 Mont-Blanc pour le magazine 7 jours en 1 heure. Nous allons parcourir ce qui a fait l'actualité de cette semaine en Pays de Savoie et ailleurs également. On parlera de Toulouse, évidemment, et de ses différentes tueries. On en parlera notamment avec le premier invité de ce magazine, Nabil Louard, auteur des Pays de Savoie. On lui doit notamment 2 livres. Des récents, on en avait parlé sur ce plateau du magazine 7 jours en 1 heure. La burqa expliquée à ma mère. Le précédent avait eu également pas mal de succès. Le Touareg des neiges, on reviendra avec lui sur cette semaine délicate en France. Nabil Louard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Comment vous avez vécu cette semaine, déjà pour commencer? C'est vrai qu'on a tous été un peu pétrifiés par cette tuerie, parce que, écoutez, on a eu quand même des étapes assez terrifiantes. Non seulement malheureusement l'épisode dans l'école, mais aussi plus globalement cette tragédie humaine, quoi, cette histoire qui voit un jeune qui a grandi dans un quartier populaire de Toulouse finir une trajectoire dans un tel bain de sang. C'est évidemment terrible. On a l'impression qu'on vit aujourd'hui dans une société, dans un contexte, je ne parle pas forcément de la société française, la société en règle générale, où les tensions sont extrêmes, hein, je veux dire, entre les différentes cultures, entre les différentes civilisations, hein, les différentes religions, et qu'on est toujours à la limite, je veux dire, de l'explosion. Vous ressentez la même chose, qu'on est toujours un petit peu sur la corde raide? Disons que si on ne fait pas preuve d'un petit peu de discernement pour se donner un petit peu le moyen d'analyser les choses avec objectivité et avec recul, on peut se laisser entraîner, voilà, dans une ambiance. Et Dieu sait si depuis quelque temps l'ambiance ne favorise pas le discernement. L'amalgame est quand même assez favorisé justement par une ambiance assez malsaine, malheureusement, dont l'exemple nous est parfois donné par certaines interventions politiques. Mais j'interviens tout de suite sur l'idée que l'histoire de ce jeune homme est d'abord à relativiser face au domaine psychiatrique. On est d'abord en présence d'un psychopathe. Avant même de faire intervenir les notions de culture dans cette histoire, on est d'abord avec un tueur qui s'est distingué de la population par un côté criminel. Et puis, le domaine du psychopathe se distingue justement par le fait qu'il y a une détermination, il y a une froideur, il y a un manque d'empathie. Hein, on a vu vraiment des crimes dans une école. Donc, c'est important, je crois, de préciser qu'on est d'abord en présence d'un psychopathe. Ensuite, quand on fait intervenir évidemment son parcours et la trajectoire qu'il a vécue, on voit évidemment qu'il est passé par des phases liées à un certain intégrisme. Mais là encore, je crois qu'il faut être assez précis sur la notion d'intégrisme, parce qu'on évoque le salafisme, ce qui est une réalité. C'est un courant... il faut savoir que c'est un courant ultra minoritaire, le salafisme. Ouais. Et au sein même de ce courant salafiste, il y a 3 catégories. Hein, les piétistes, les politiques, à savoir des gens qui s'occupent de l'identité et de l'image du musulman, et les révolutionnaires, qui eux-mêmes, qu'on appelle aussi les djihadistes, sont finalement la seule fraction au sein des salafistes qui revendique le recours éventuel à la violence. Donc vous voyez, on est en présence d'une minorité au sein même d'une minorité. Donc, avec des effets dévastateurs, ainsi, évidemment, dans ce cas précis. Comme on est dans le cadre du terrorisme aussi, on est évidemment dans le cadre d'une extrême minorité agissante, et qui pose évidemment un problème à la majorité. Donc il faut qu'on fasse vraiment attention, je crois, à éviter les amalgames. Et quand on parle d'amalgame, on peut aussi s'interroger sur le fait que, après tout, pourquoi ferait-on des amalgames entre un jeune terroriste et et toute la partie de la population? Il ne nous viendrait pas à l'idée de faire un amalgame entre le tueur norvégien, malheureusement avec l'histoire qu'on connaît du côté d'Oslo, et puis de la population norvégienne. Et l'ensemble de la population norvégienne. Donc remettons les psychopathes à leur place et les citoyens à la leur. À la limite, si je vous entends bien, hein, la partie culturelle, entre guillemets, hein, est secondaire, dans ce cas précis. Elle est plus que secondaire, elle est vraiment à un plan très très reculé. Ensuite, on n'évitera pas la question évidemment de ce... elle se pose déjà, elle se pose une question liée à son itinéraire, à une provenance, mais vous savez, on n'évitera pas aussi la question de la désocialisation.
Alors, non pas pour justifier évidemment un tel comportement, qui, je le répète, est de l'ordre de la psychiatrie, mais en s'interrogeant quand même sur des parcours. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune comme ça à prendre ces chemins de traverse, j'allais dire, ce chemin identitaire qui l'ont conduit aux extrêmes? Je crois que si on accepte de se poser un peu plus de questions, effectivement, que le paysage très global fait de lutte contre les amalgames, ou alors, à l'inverse, de radicalité en s'interrogeant sur vraiment la provenance de ce type de tueur, on est obligé de revenir un petit peu au début du film, et puis s'apercevoir qu'aujourd'hui, quand même, qu'on le veuille ou non, on reste dans un système qui est parfois très désocialisant. Moi, je vais prendre mon exemple. Dans quel sens désocialisant? Vous savez, je vais prendre mon exemple. J'ai grandi dans un quartier populaire. C'est vrai qu'on arrive à un moment donné, quand on vit une scolarité difficile, quand on commence à être dans un système globalement excluant, où on se retrouve par exemple sans emploi, on a une première façon de se sentir un peu en conflit avec le système ambiant. Quand vient s'ajouter à cela des problèmes identitaires, parce que ce garçon était d'une double culture, tous les gens qui sont d'une double culture finissent évidemment pas dans cette situation, je le répète, mais si on décide de mettre un petit peu le zoom sur la situation, quand on cumule le système excluant d'une certaine scolarité qui s'est plantée, et en même temps la difficulté identitaire et le conflit intérieur que peut provoquer une double culture quand elle est mal vécue, on voit que c'est un premier terreau aussi pour être en conflit permanent avec le système. Alors ensuite, heureusement, on peut passer par cette phase où on arrive à une adolescence difficile et parfois avec des comportements délinquants. Heureusement, il y a ensuite matière à revenir. Vous savez, moi j'ai l'image un peu du système ferroviaire, vraiment d'un train. On a un parcours, on a des rails, et puis parfois on a un aiguillage qui peut un petit peu s'éloigner de l'axe, entre guillemets, de la voie principale. Heureusement, il y a quand même pas mal de façons de retrouver le contact avec la voie principale. On peut se réaliser quand même, on est dans un pays où il y a matière à se réaliser d'une manière ou d'une autre, même si on est dans un chômage de masse, même si on est dans une crise. Je crois qu'il faut malgré tout essayer de garder le contact avec cette voie principale. Mais il peut arriver dans une extrême minorité des cas, évidemment, que l'aiguillage se fait plutôt et donc, à l'extrême. Si on est un peu faible ou influençable, en tous les cas, on peut ne pas revenir justement sur la voie principale et partir beaucoup trop loin. Et se laisser influencer pour le coup. C'est vrai que l'un des terreaux aussi, c'est évidemment cette fragilité psychologique et qui peut effectivement peut-être conduire une infime minorité de jeunes à s'interroger sur ce conflit intérieur au sein de leur double culture. Mais on a aussi une responsabilité, quand je dis nous, ceux qui ont accès aussi à la parole, ceux qui sont peut-être concernés par ces questions d'identité, et peut-être les médias. Pardonnez-moi, mais on a vu cette semaine à quel point on était aussi dans un certain cirque médiatique autour de la personne en question. C'était carrément Mohamed Merah saison 1, c'est sûr. Exactement, donc cette starisation qu'on fait à un moment donné d'une personne qui se distingue par une tuerie collective comme ça, elle pose vraiment question. On a vu vraiment hier, le jeudi en question, on a vu la photo de ce personnage sur absolument tous les quotidiens. Donc on doit vraiment s'interroger sur la place qu'on fait à la starisation individuelle de ce type de personnage. Est-ce que ça peut se reproduire selon vous, compte tenu de ce que vous venez de décrire, l'ambiance, le contexte, etc., les lacunes de notre société, les problèmes aussi qu'on a, nous, peut-être, c'est évident, manifestement, de compréhension, d'acceptation, des différences. Est-ce que ça peut se reproduire? Non, je pense vraiment qu'il faut qu'on reste vraiment attentif sur les questions de représentation. On est tous capables d'avoir des représentations négatives sur telle ou telle catégorie de personnes. Mais il faut qu'on reste vraiment très attentif, notamment par l'éducation populaire, par exemple. Et je fais une passerelle avec... Vous travaillez avec la Fédération des œuvres laïques. Je travaille beaucoup avec la FOL, la Fédération des œuvres laïques, et qui s'acharne vraiment à avoir des projets méticuleux qui peuvent paraître parfois difficiles et vraiment des petits travaux d'Hercule, mais qui sont nécessaires pour éduquer encore la jeunesse qui arrive, et puis éduquer nos consciences, parce qu'on est tous capables, malheureusement, d'avoir des représentations sur telle ou telle personne. Je vais vous donner une anecdote. Très souvent, dans le cadre des rencontres autour de mes livres, je rencontre dans les festivals du livre et autres manifestations, une fois que mon livre a été présenté, que ce soit Touareg des Neiges ou La Burqa expliquée à ma mère, il y a très souvent une personne qui se manifeste, qui lève la main et qui dit: vous savez que vous vous exprimez très bien.
Alors, c'est toujours... Alors, j'ai envie de dire à la personne, figurez-vous qu'au niveau de l'alphabet, c'est acquis. Donc, c'est une anecdote qui est toujours, moi, qui me fait sourire et puis qui est toujours l'occasion de plaisanter aussi avec la personne parce qu'il faut, je crois, toujours attaquer avec l'humour sur ces questions-là. Mais c'est une anecdote qui en dit long sur l'état des représentations. Nous en sommes encore tous, très souvent, à un degré de représentation assez ras des pâquerettes. Et l'éducation populaire, elle vient, je crois, s'insérer à ce niveau-là. Et il faut qu'on sorte aussi de nos représentations primitives et nous interroger sur quelle est la meilleure manière de vivre ensemble. Il ne vous tutoie pas quand même? Ça va, encore, ça va. Mais vraiment, ce type d'anecdote revient tellement souvent qu'on peut lui accorder quand même une tendance, quoi, hein, et puis une signification. Bon, c'est vrai, d'un autre côté, Nabil Louar, vous vous exprimez très bien. Merci, merci. Au niveau de l'alphabet, c'est acquis. Là, je sens que voilà, c'est fait. Et vous écrivez très bien aussi. La burqa, expliquée à ma mère, a été rééditée récemment aux éditions de l'Arbre, justement. Voilà. Oui, alors c'était toujours... je suis toujours, moi, très, très intéressé par les comportements humains en général, les questions d'interculturalité en particulier. Et c'est vrai qu'elle donne lieu à beaucoup de réflexions parce que manifestement les choses ne sont pas encore réglées. C'est vrai que cette tuerie malheureusement risque de nous faire repartir pour un tour en termes de représentation négative, mais j'insiste vraiment sur l'idée qu'il n'y a pas plus de raison d'assimiler un psychopathe à une communauté qu'un Norvégien à la communauté norvégienne. Et donc, dans la burqa expliquée à ma mère, je m'interroge aussi sur l'approche qu'on a de la religion aussi, et puis la façon dont culture et religion se mêlent par moments, et la nécessité que nous avons à devoir affiner notre approche et notre rapport à ces questions et à ce monde de l'interculturalité, et puis à trouver toujours plus de solutions, si possible, pour évoluer positivement au sein d'une société française à laquelle j'ai vraiment confiance dans sa capacité à intégrer les gens. Même si la machine de l'intégration est toujours à enrayer, même s'il y a une réelle, vraiment j'insiste là-dessus, il y a une réelle difficulté encore à avancer sur le terrain de la vie en société, sur le terrain de l'intégration, sur le terrain des représentations. On est encore en galère sur ces questions. Mais j'ai vraiment confiance, moi, dans la capacité, par les livres et aussi par les rencontres, à faire avancer le problème. On va terminer cet entretien, mais on entend aussi beaucoup aujourd'hui, ça vous est sûrement venu aux oreilles, principal problème, ce sont les religions. Je ne serais pas aussi catégorique. Je pense qu'il y a une façon plutôt saine de vivre sa foi, pour tout vous dire. Vous savez, moi, je suis par exemple musulman. J'ai a priori, voilà, ce n'est rien d'autre que ça, un musulman. C'est aussi quelqu'un qui vit dans la société française, qui peut avoir telle et telle passion, tel et tel emploi, mais qui n'a pas de projet contre la société. Et des gens comme moi, il y en a 99,99999. Et c'est quand même un peu dommage de sacrifier cette vie en communauté, cette vie ensemble, au profit d'une extrême minorité qui, a priori, a des projets beaucoup moins positifs, quoi. Merci Nabil Louar d'avoir répondu à ces questions. Et je vous invite à lire ce livre, La burqa, expliquée à ma mère, et puis le précédent aussi, Le Touareg des neiges, aux éditions de l'Arbre. Merci, à très bientôt. Merci à vous.